On va donner maintenant la parole au dernier intervenant de la matinée, Maxime Decoux, qui est actuellement professeur en classe préparatoire à Lyon, qui sera bientôt maître de conférence à l'université de Lille 3. Il va nous parler de manche-clou à saut et à gambade, en reprenant une formule de Montaigne. Bonjour. Pour lire Manche-Clou, il me semble qu'il faut aussi reconsidérer le choc ressenti par le lecteur de 1938. Fragment issu de l'écriture de Belle du Seigneur, ce texte, amputé du récit dans lequel il devait s'insérer, apparaît finalement comme un objet romanesque problématique, voire comme un objet romanesque non identifié. Sa structure, comme son écriture, relève d'une parole sans ordre, libérée, qui accompagne de digression en digression le caractère baroque des valeureux. La multiplication de ces digressions qui ont été utilisées par les romanciers de l'anti-roman, Cervantes, Caron, Sterne, Furetière, Diderot, vaut finalement comme une régression particulièrement féconde au sein de la modernité littéraire en train de se constituer autour de Joyce et de Proust. Avec cette écriture et cette narration à sauts et gambades, l'écrivain renoue avec la Renaissance et l'âge baroque, c'est-à-dire avec une littérature de l'essai, esquisse comme expérimentation, une littérature qui s'essaye. Manche-Clou est en effet l'expression même d'une fascination de Cohen pour la dérive, pour les embranchements inattendus de la pensée et de la narration. La digression apparaît comme le moyen de s'opposer au déterminisme du roman, comme en rêve le narrateur. Voilà ce qu'il dit. « Ah, que ne puis-je écrire un livre où, sans nécessité de suivre une action, je raconterais infiniment de petites histoires valeureuses, sans lien les unes avec les autres. Reprenons notre récit. » De l'optatif initial, que ne puis-je, à l'injonctif final, reprenons notre récit, le narrateur semble ici confesser une sorte de déchirure. La cohérence impose ses lois au texte, si bien que la digression apparaît comme une voie moyenne ou un compromis pourra être esquissé entre une trame narrative d'ensemble et la juxtaposition d'historiettes indépendantes. La digression autorise en effet l'œuvre à épouser le mouvement de l'écriture. Elle confère au texte une autre unité que l'unité diégétique. Elle contrevient effectivement à l'unité d'action, mais elle est en même temps le principe constant qui règle un récit déréglé. Elle prolifère et elle vient sans cesse faire barre à l'intrigue principale. Alors je vous épargnerai le décompte et le classement de toutes les digressions que j'ai malgré tout effectuées, juste pour vous dire que jusqu'au chapitre 17, où pour la première fois émerge en fait une deuxième intrigue, on relève 10 chapitres digressifs contre 7 chapitres consacrés à l'histoire principale. Donc on voit bien que le ratio est déjà en faveur de la digression. Par ailleurs, le partage entre digression et récit principal est parfois très délicat. Car contrairement aux nouvelles incorporées sans véritable lien avec l'intrigue chez Cervantes, les digressions chez Cohen s'inscrivent toujours dans l'espace narratif principal, s'y mêlent et deviennent des épisodes de l'aventure d'ensemble. Il n'y a donc pas chez Cohen de digression vraiment autonome ou sectorisée, mais plus un principe d'accumulation d'épisodes dans une trame narrative d'ensemble, dont le fil directeur est le voyage des valeureux, ce qui propose finalement une structure qui est assez proche de celle du conte voltairien. C'est donc par le flanc que l'action se ramifie à partir d'une souche commune, et les principaux personnages qui apparaissent successivement dans le récit, mis à part les valeureux présents dès le départ, apparaissent finalement toujours au cours de digressions, que ce soit Scipion, Jérémie, Solal, les Deumes, Ariane, une digression qui va permettre de les introduire dans l'histoire. C'est donc ce nouveau personnage issu d'une digression qui est à l'origine d'une nouvelle aventure greffée. Alors par exemple, à partir du chapitre 17, survient une deuxième intrigue concernant Scipion et qui est doublée au chapitre 21 par une autre intrigue sur les valeureux. Donc deux intrigues ici qui sont partiellement symétriques dans leur but, puisqu'il s'agit pour tous deux d'entrer à la SDN. Mais avec le chapitre 26,
L'intrigue des Valeureux va passer au second plan, alors que c'est la digression sur Scipion qui passe au premier plan. Et les Valeureux, eux, occupent désormais une digression filée sur plusieurs chapitres au sujet de la constitution d'un gouvernement pour Israël. On voit donc bien déjà qu'il y a une tendance à inverser l'importance entre le récit et la digression. De la même manière, les digressions sur Manche-Clou dans sa cave au chapitre 5 et 6 ou sur l'épisode de la Lionne au chapitre 6 et 7 se déroulent en fait simultanément à la résolution de l'énigme de la lettre par Saltiel, à laquelle le lecteur n'a pas accès. Cohen met donc bien au premier plan non pas le récit principal, mais bien la digression. L'essentiel et l'accessoire ont interverti leur place. Le récit semble devenir l'accessoire, comme s'il n'était là, somme toute, que comme un tuteur pour la digression, comme un prétexte au véritable texte, qui serait celui de la digression. Et c'est finalement la signification du récit qui réside dans le développement simultané de ces divers rameaux. C'est en effet le principe digressif en lui-même qui tient Solal éloigné le plus longtemps possible des Valeureux, soulignant ainsi leur rapport d'attraction et de répulsion. De même, c'est la digression qui fait de l'aventure amoureuse avec Ariane une sorte de branche qui est issue de la souche valeureuse, empêchant finalement de lire séparément les deux intrigues. Les Valeureux apparaissent ainsi comme un élément central, fécond, qui est d'ailleurs placé dans une intrigue qui n'a pas de véritable fin, qui semble donc n'avoir d'autre but que ce mouvement progressif d'arborescence qu'il met en œuvre au cours de l'ensemble du roman. Afin de justifier ce caractère décousu du texte et renforçant en cela la fantaisie qui le caractérise, les intrusions d'auteurs sont assez nombreuses et elles permettent de naturaliser et de justifier l'embranchement. Ces prises de parole restent finalement relativement contrôlées chez Cohen. Elles n'atteignent jamais à la longueur extrême qu'elles peuvent avoir chez Cervantes ou chez Sterne. L'amorce de l'intrigue dans les chapitres 1 et 2 est ainsi, par exemple, interrompue au chapitre 3 pour proposer une digression sur les Valeureux afin de les présenter par un narrateur qui précise « Et maintenant, quelques notes en vrac et à la hâte sur les Valeureux, je ne les donne qu'à l'intention de ceux qui n'ont pas lu Solal ». La digression est donc bien ici justifiée par sa nature informative, mais elle se complète en plus par une caractérisation du chapitre en termes de notes, d'esquisses, afin de désigner la digression comme un ajout non composé, une rupture de la trame narrative, ce qui permet finalement de mettre implicitement en abîme le principe même de l'ensemble du roman. On voit donc bien que si ces intrusions d'auteurs sont bien destinées à faire accepter la digression, la plupart du temps, elles ne s'en préoccupent pas véritablement. Comme celle-ci, « Revenons, chers amis, avec une grande joie, car tout est bien et vivre est une bonne chose, ainsi que mourir. Revenons quelques heures en arrière et pénétrons dans la chambre de cet aigle royal qui a nom Pinace des Solal et dont le surnom est Manche-Clou. » On voit donc bien que ces intrusions visent plus à revendiquer le droit aux écarts, à l'incohérence. Elles valent comme une règle poétique exhibée. Elles ont une valeur poétique et non pas uniquement diégétique. Le roman, face au procédé qui le mobilise, est donc contraint de réaffirmer sans cesse, à plusieurs reprises, son propre principe, non pas dans un discours préfaciel tenu à l'écart, mais au cœur même du récit, dont ces justifications font pleinement partie, mettant elles-mêmes en œuvre le principe qu'elles défendent. Ces prises de parole du narrateur connotent ainsi l'importance et le sérieux impartis à la fantaisie. Elles donnent parfois le sentiment qu'une nécessité impose cette structure, sans néanmoins lui enlever entièrement son caractère arbitraire et désinvolte. La digression se conçoit alors comme une poétique du lièvre contre celle de la tortue. Principe d'égarement, elle apparaît comme la cristallisation d'un épicurisme poétique. Elle décide d'une autre manière de lire, d'un rythme différent pour la lecture, chevillé au plaisir de se fourvoyer. Alors que les digressions
sur les personnages explicatifs vont donner une impression d'épaisseur psychologique ou existentielle en ouvrant le roman sur le passé. Le discours narratif qui s'introduit tend, lui, assez souvent à exhiber la fiction comme telle, forçant finalement le lecteur à une lecture plus réfléchie et lucide. Mais malgré cette distance, la digression impose dans une sorte de voie moyenne entre adhésion au récit et conscience de l'artifice, non pas une lecture surplombante, pleine de prévisions, mais bien finalement une lecture qui accompagne le voyage, qui chemine avec les valeureux. Elle relaye finalement la vitalité des personnages et confère au récit un souffle que Sterne, dans Vie et opinion de Tristram Shandy, considérait déjà comme l'âme de la lecture. Incontestablement, dit-il, c'est du soleil des digressions que nous vient la lumière. Elles sont la vie et l'âme de la lecture. Privez-en, par exemple, ce livre, autant vous privez du livre même. Mais c'est finalement aussi l'écriture qui, en elle-même, donne le sentiment d'une abondance et d'un excès. Elle se déroule, comme la narration avec les digressions, elle aussi, à sauce et gambade. Les premières pages du texte sont révélatrices. Le récit suit les actions surprenantes de Salomon, dont l'enchaînement même échappe aux normes rationnelles. Alors, je vais vous résumer un petit peu ce que fait Salomon durant ces 6 premières pages. Salomon apprend d'abord à nager dans une bassine. Puis il réfléchit à la douceur du climat, puis il se met à balayer, mais il prend peur, on l'avait déjà noté, à cause de la mort des microbes, j'y reviendrai, mais se félicite tout de même de la propreté des lieux, puis s'offre le luxe d'un monologue, puis caresse un oiseau imaginaire, puis remonte un gramophone et s'imagine chef d'orchestre, puis retourne apprendre à nager, mais pense aux Juifs qui souffrent et organise un pogrom sur lui-même, puis boit un tilleul pour se réconforter et s'endort avant d'être réveillé par un cri, le sien, à cause d'un moustique, puis s'indigne, mais, est-il dit, s'enorgueillit bientôt à l'idée que si les moustiques le piquaient, c'était que sans doute il avait un sang de très bonne qualité. 2 principes directeurs régissent donc cette rapide série d'actions, l'accumulation et l'opposition. On voit bien que c'est l'articulation logique qui fait problème. Elle est soit contournée au profit de la seule addition, soit supprimée plutôt au profit de la seule addition, ou soit contournée par le biais d'une logique d'une action inattendue ou antagoniste. Affranchissant ainsi le personnage des logiques instituées, Cohen propose une narration libérée qui va recourir à une écriture du balancement, de l'accumulation, de la relance ou de la reprise. Alors ce principe d'accumulation, Cohen le place au cœur même de l'écriture, comme par exemple dans le récit du retour de Saltiel que Salomon fait au tout début du roman. Alors je vous lis ce récit. « Et Mancheclou a sonné de la trompette, et s'est présenté pour faire l'éloge funèbre pour le pauvre Saltiel. Et voilà que toute l'assistance s'évanouit. L'oncle Saltiel était devant nous, et vivant. Vous pouvez imaginer notre joie et la colère de Mancheclou qui ne pouvait plus faire son discours funèbre. Et il a voulu le faire tout de même, et Saltiel voulait l'empêcher. Et il y a eu de grandes discussions. Beaucoup acclamaient Saltiel, mais les amis de Mancheclou huaient Saltiel, parce qu'il n'était pas mort. Et Saltiel a voulu expliquer pourquoi il n'était pas mort. Mais, comme il y avait beaucoup de tapage, Saltiel s'est fâché. Et il a juré devant Dieu que jamais il n'expliquerait pourquoi il était vivant et non mort. Ce récit joue donc de la surprise permanente. Chaque projet se voit contrarié par l'introduction d'un élément perturbateur à travers le mais surtout le et adversatif qui est ici omniprésent. Dans le rebond, la reprise, c'est bien l'instabilité qui triomphe, soulignant comment chaque situation n'est qu'une étape intermédiaire destinée à être dépassée très rapidement. Au service de l'effet de surprise vient de surcroît une inversion relativement fréquente de la cause et de la conséquence, procédé qui est caractéristique de l'écriture des contes voltairiens. L'assemblée s'évanouit et Mancheclou est en colère avant que le lecteur en sache la raison. De la même manière, certaines précisions inattendues viennent parasiter la logique de surface, comme par exemple l'ajout de « est vivant » pour qualifier Saltiel de retour, insinuant rétrospectivement qu'il aurait pu s'agir d'un spectre. C'est donc dans l'optique du contre-coup que le récit vient toujours déstabiliser ce qu'il vient juste de poser. De même, l'ordre des causalités est régulièrement perturbé. Le parce que qui introduit une cause, Saltiel n'est pas mort, est en décalage avec l'effet qui avait été placé avant, on eut Saltiel.
Dans cette inadéquation permanente des causes et des conséquences, l'ordre rationnel est inquiété pour atténuer les événements en eux-mêmes au profit du mouvement d'ensemble imprévisible. Ces procédés qui mettent en péril l'organisation logique sont finalement destinés à placer les valeureux à un autre niveau que celui de la pensée commune, dans un refus explicite de toutes les habitudes partagées qui sont finalement autant des restrictions à la liberté de penser, liberté de parler ou d'agir. Et c'est d'ailleurs l'incohérence qui règle la plupart des discussions entre les valeureux, dans une communication qui, si elle dysfonctionne partiellement pour le lecteur, semble pourtant parfaitement opérationnelle pour les personnages. Et c'est bien pourquoi, contrairement à ce qu'on observe chez Voltaire, ce n'est pas uniquement l'incohérence du monde qui est stigmatisée par ces procédés, mais aussi sa sclérosante cohérence que les valeureux s'acharnent à refuser et à déconstruire. Par conséquent, ce récit libéré des cadres, s'il fait toute sa place à la liberté, à la légèreté, n'en devient pas pour autant un univers absurde ou dénué de gravité. Les propos inauguraux de Salomon attirent en effet l'attention sur une pensée qui est prise en permanence dans des contradictions. Donc je vous lis ce que dit Salomon. « L'avril de Céphalonie est plus beau et doux que le juillet de Berlin, sûrement. Mais pourquoi diable mettent-ils tous leur capital en des endroits de froidure ? Il me semble qu'ils ont tort. Enfin, ils savent mieux que moi. » Il cracha sur les poignets et frotta fort, mais non sans angoisse, car il pensait aux microbes qu'il était sûrement en train d'écraser. Pauvre petit qui aurait tant aimé vivre. Mais que faire ? Pourquoi, pour guérir d'une maladie, était-on obligé de détruire les microbes ? Tant pis. Pourquoi les hommes ne sont pas heureux, toujours inquiets ? Enfin, tant pis, moi je vis. Le tremblement de l'écriture est inquiétude de l'individu dans son rapport à soi et dans son rapport au monde. Mais loin de confiner au tragique, les tiraillements de Salomon s'organisent autour du principe de la concession, notamment avec les tant pis. Le revirement est constant, chaque élément en entraîne un autre auquel Salomon est contraint de se résigner. En résulte donc non pas une pesanteur lourde de sens, mais bien plus une sorte de mélancolie allégée. La polysyndète, qui est saturante ici comme à beaucoup d'endroits, autorise finalement un effet presque constant de bascule du tragique au comique. Et le récit que fait Salomon de l'épisode palestinien, structure du renversement, est assurément le sentiment de la pluralité dans son opposition au simple, concrétisant dans l'écriture le fondement existentiel d'une autre humanité dont les valeureux sont les représentants. Cette écriture de la relance, de la reprise, du renversement rend ainsi plus difficile la maîtrise du sens par un acte de compréhension unique et simple du lecteur ou de l'auditeur, si bien que cette relance inquiète et anime à la fois. Elle retarde et désoriente la signification. Chaque parole est finalement relativisée par la suivante, indiquant qu'il est possible de repenser à l'infini les choses. Aussi est-il rare qu'un mot ou une expression viennent seuls. Ils appellent souvent une précision, un complément, voire une liste exhaustive qui tient autant d'une démultiplication du monde que d'un épuisement, comme l'énumération des métiers de Mancheclou ou celle qui forme la très savoureuse symphonie des P. La répétition et les listes rendent de la sorte plus systématique les ajouts, la relance, et pourtant ces listes juxtaposent des éléments de sens relativement proches. Elles induisent donc une progression relativement minime du sens. Et c'est bien pourquoi Cohen ne cherche pas toujours la contradiction et la pluralité, mais aussi le ressassement et l'unité. Malgré son ouverture infinie, le texte ne dédaigne pas certaines formules de clôture à travers des sentences. En voici quelques-unes, elles sont extrêmement nombreuses. L'équitation, c'est les bottes. C'est comme l'amour. L'amour, ce n'est pas la dame que tu aimes, mais les lettres que tu lui écris. Ou encore une autre, la vertu sans argent n'est qu'un meuble inutile. Mais la maxime retrouve finalement toujours sa vitalité par son inadéquation aux normes et sa formulation volontiers paradoxale. Les listes indiquent donc, ainsi que ces maximes, indiquent donc qu'il s'agit dans la diversification des propos de maintenir malgré tout certains centres de gravité essentiels. Aussi est-ce par la répétition ou l'exposition que les longs discours, comme ceux de Mancheclou ou ailleurs ceux de Solal, ne cessent de reformuler leurs arguments centraux. La répétition accompagne ainsi toujours la relance et le renversement, en permettant toujours de goûter à nouveau au langage et à l'idée. La conséquence de cette tension entre contradiction et ressassement
et qu'une cinétique de la parole et de la pensée se met en place et qu'elle vise à la fois un sens instable et un sens stable. Le roman est donc structuré selon une double polarité qui résulte du double effet de l'écriture entre relance et répétition, pouvoir refuser la fixation du sens et en même temps l'asséner pour mieux l'assurer. D'où finalement une position particulièrement mouvante et paradoxale du texte et de son lecteur, plongé dans un tourbillon de vérités jamais définitives qui jouxtent des vérités inaltérables. Mais c'est finalement surtout le refus de certaines vérités qui constitue la matière du ressassement. Il s'agit de refuser l'animalité et la sexualité déguisées derrière les mensonges. La double orientation de l'écriture entre opposition et répétition annule de la sorte les fixations, et lorsque cette écriture se proclame certitude, c'est avant tout pour détruire ce qui est érigé en certitude. Elle instaure ainsi un contexte généralisé de diversité au sein de l'unité du ressassement, pour mieux corroder certains contenus sur lesquels elle va se fixer de façon privilégiée et obsessionnelle. L'une des alternatives implicitement proposées aux abus dénoncés par le ressassement trouve alors son modèle dans l'ouverture infinie de la parole valeureuse, avec finalement un langage fermé, ouvert, qui attire l'attention sur les implications éthiques de cette parole, notamment dans son rapport au monde et dans son rapport à l'autre. Simange-Cloux est donc bien un objet romanesque problématique, c'est parce qu'il refuse que le récit s'organise de manière à assurer une lecture sereine et tranquille. Par le biais de la digression et par une écriture tendue entre contradiction et ressassement, Cohen parvient finalement à joindre de manière originale les deux impératifs de l'antique rhétorique que la littérature du XXe siècle tend à délaisser: plaire et instruire son lecteur, l'instruire autant sur le monde contemporain que sur une écriture qui vaut comme une éthique du roman et de l'homme. Je vous remercie.